Bonjour. Pour cette leçon, nous allons nous intéresser aux vecteurs. Vous allez voir, l'utilisation des vecteurs est très simple. J'ai besoin, pour commencer, d'un couple de points que je vais noter A et B, comme ceci. Je vais choisir un point quelconque, A. Je vais choisir un autre point comme ceci, B. Et entre ces deux points, je vais faire passer un segment de droite. Voilà. Nous avons presque terminé notre vecteur. Le vecteur a donc une origine, une extrémité et le segment de droite qu'on aurait pu placer sur une droite complète, qui aurait servi de support, consiste à représenter la direction du vecteur. Il lui reste encore à lui donner un sens. Le sens va être désigné par une flèche au niveau de son extrémité. Comme ceci. Nous venons de construire le vecteur AB. Voilà. Je vais faire la même chose. Je vais dessiner un autre vecteur à partir de deux autres points, C et D, mais en me servant d'une particularité. Je choisis un point C quelconque, et à partir des points A, B, C, je voudrais trouver un point D avec lequel je vais pouvoir fermer un parallélogramme. Comme ceci. J'ai donc créé un deuxième vecteur que je vais noter donc CD, toujours avec la petite flèche au-dessus. Alors, si je compare ces deux vecteurs, ils n'ont pas la même origine, ni la même extrémité. Cependant, ils sont tous les deux parallèles. Ils ont exactement la même orientation, donc ils ont la même direction et le même sens. On dit à ce moment-là que AB et CD sont équivalents, ce qu'on note comme ceci. Quant au vecteur, on va parler carrément d'égalité. Nous nous trouvons dans le cas de ce qu'on appelle des vecteurs libres. Ils sont libres parce que vous constatez que peu importe l'endroit où je vais dessiner mes vecteurs, eh bien, ces vecteurs seront égaux à partir du moment où ils ont même longueur et même sens et même direction. Nous pouvons même aller jusqu'à faire un changement au niveau des notations. Ce n'est pas vraiment un changement, c'est plutôt un ajout. On pourrait très bien dire que j'appelle le vecteur AB simplement le vecteur petit u, comme ceci. Voilà. Vous remarquez que quand il s'agit de désigner un vecteur à partir de deux points, les deux points, comme d'habitude, sont en majuscule. Tandis que quand il s'agit de faire une représentation d'un vecteur quelconque, eh bien, il suffit tout simplement de le représenter par une minuscule avec une flèche au-dessus. Et donc, si on a le vecteur V, petit v juste en dessous, donc ici, qui correspondrait au vecteur CD, eh bien, nous voyons que le vecteur U est égal au vecteur V. Maintenant que nous savons, grâce à ce principe de vecteur libre, que nous pouvons déplacer les vecteurs à l'endroit que nous voulons, eh bien, nous allons pouvoir définir différentes opérations. La première, c'est la somme de deux vecteurs. Supposons que vous avez un vecteur U, vous avez un vecteur V, et vous voulez faire la somme.
Alors, allons-y. Je vais dessiner le vecteur U. Voilà. Maintenant, je vais dessiner un vecteur V. Mais le vecteur V, je vais l'attacher au vecteur U. C'est-à-dire que l'origine du vecteur U va coïncider avec l'extrémité du vecteur U. Comme ceci. Voilà le vecteur V. Comment est-ce que je peux obtenir la somme de U et de V? Eh bien, il suffit de prendre l'origine de U, l'extrémité de V, et de construire le nouveau vecteur correspondant. Pour qu'on puisse bien faire la différence, j'ai dessiné ce nouveau vecteur en rouge. Vous voyez que la somme de deux vecteurs, c'est vraiment quelque chose de très simple. Vous prenez un vecteur, n'importe lequel, eh bien, vous pouvez augmenter sa taille un certain nombre de fois, ce que je représente par une lettre grecque lambda. C'est-à-dire, par exemple, si lambda vaut 3, eh bien, vous faites 3 fois le vecteur, ça veut dire que vous prenez le vecteur et que sa taille est augmentée de 3. Voilà. Dessinons cela. Voilà mon vecteur V. Supposons que je veux trouver ce que vaut 3 fois V. Eh bien, il me suffit de prendre le vecteur en question et de le multiplier par 3, comme ceci. Voilà, c'est mon nouveau vecteur. J'avais pris V et j'ai pris 3 fois la longueur de V pour obtenir le nouveau vecteur. Alors 3 fois c'est un exemple. En règle générale, on va simplement noter non pas 3V, mais lambda fois V. Je vais maintenant me servir d'un système d'axes afin de pouvoir définir quelque chose de très simple qui est le vecteur localisé. Alors je dessine n'importe quel vecteur. Le voilà. Je vais prendre le vecteur identique dont je vais mettre l'origine A au point 0, 0 de mon système d'axes. Donc en fait, je vais prendre le vecteur et je vais simplement le bouger de place. Et voilà, le vecteur libre est devenu un vecteur localisé. Le point à l'extrémité du vecteur, je vais le désigner par la lettre P. Voilà, ce point P a bien entendu des coordonnées x, y, comme ceci, et le vecteur localisé, je vais pouvoir le définir à partir de deux vecteurs unitaires, que voici. Le premier vecteur unitaire est donc placé sur l'axe OX, son origine étant O, et il est de longueur 1. Et je vais le noter tout simplement 1x. Ce n'est pas la seule notation, il en existe plusieurs. Personnellement, je trouve que c'est la plus simple. Je vais faire exactement la même chose sur l'axe des Y. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est un vecteur qui est placé sur l'axe OY. Il est également de longueur 1. Il a également le point O comme origine. Et celui-ci, je vais le noter un Y avec une petite flèche au-dessus. Si je prends donc le point de coordonnées XY, qu'est-ce que je peux noter? Je peux dire que XY, c'est dire que j'ai pris X fois le point 1, 0, plus Y fois le point 0, 1. Ainsi, le vecteur OP
Je vais le noter par exemple. Il y a une raison à cela. Peut-être que nous aurions l'occasion un jour d'en discuter. R, comme ceci. Donc le vecteur petit r, comme ceci. Eh bien, en notation vectorielle, on pourra dire que R est égal à X fois le vecteur 1X plus Y fois le vecteur 1Y. Voilà, nous voyons une correspondance entre le plan des réels R2 où n'importe quel point x, y dans l'espace euclidien des vecteurs localisés à 2 dimensions, eh bien, on peut écrire ce même point sous la forme x1x plus y1y. Nous pouvons alors donc passer d'une représentation à une autre. Le point 1, 0 correspond donc au vecteur 1x. Le point 0, 1 correspond au vecteur 1y. L'origine, le point 0, 0, correspond au vecteur nul. Et comme nous venons de l'écrire, si je prends n'importe quel point de coordonnées xy, le vecteur s'écrit x, 1x, plus y, 1y. Si je prends un point A dont je connais les coordonnées, donc si je sais que mon point A a comme coordonnées AX, AY, ici AX et ici AY, je peux définir un vecteur localisé comme ceci. Voilà, j'ai dessiné le vecteur A. Le vecteur A, je peux l'écrire comme étant égal à AX, 1x plus AY, 1y, etc. À partir de tout ce que nous venons de voir, nous allons pouvoir définir ce qu'on appelle un espace vectoriel. Un espace vectoriel muni de différents vecteurs appartenant à l'ensemble grand V. La première chose que nous allons définir comme étant un espace vectoriel, c'est le fait que quand je prends l'ensemble des vecteurs et que je le munis de la loi plus, autrement dit la somme, eh bien, j'ai un groupe commutatif. On va vite vérifier ça. Commençons. La première chose qu'il faut, c'est de pouvoir démontrer que V+, possède une propriété suivante qu'on appelle l'opération interne est partout définie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends n'importe quel vecteur U et un autre vecteur V, donc ils appartiennent tous à cet ensemble vectoriel, eh bien, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que quand on fait la somme de ces deux vecteurs, eh bien, on obtient un vecteur. Première règle. Deuxième règle, c'est l'associativité. Pour ça,
j'ai besoin de 3 vecteurs. Donc, un vecteur U, un vecteur V et un vecteur W. Qu'est-ce qui se passe quand je fais la somme de ces 3 vecteurs? C'est très simple. Si je fais U plus V plus W, voilà, c'est égal à U plus V plus W, je n'ai toujours rien fait. Eh bien, tout simplement dire que je peux mettre les parenthèses où j'ai envie. Donc, peu importe où se situent les parenthèses, ça va toujours fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je fais la somme de 2 vecteurs, ici, U plus V, et qu'ensuite je rajoute le vecteur W, c'est comme si j'avais préalablement fait la somme des vecteurs V plus W et que le résultat que j'ai obtenu, je l'additionne à U. Eh bien, je vais à chaque fois constater que j'obtiens la même chose. Règle suivante, c'est le neutre. Donc, je prends n'importe quel vecteur. Si à ce vecteur-là, j'additionne le vecteur nul, bah, je vais toujours obtenir le même vecteur. Voilà. Il existe un symétrique. Donc je prends n'importe quel vecteur. Eh bien, je dis que il existe un vecteur particulier que je note moins v. Qu'est-ce que c'est que moins v? C'est le même vecteur, mais il est tout simplement dans l'autre sens. De telle sorte que, qu'est-ce qui se passe si je fais la somme des deux? Eh bien, si je fais v plus moins v, ou bien si je fais moins v plus v, ben, je vais obtenir le vecteur nul. Quand j'ai tout ça, j'ai un groupe. Pour vérifier que j'ai un groupe commutatif, ben, il me suffit de vérifier la commutativité. Donc je prends 2 vecteurs, U et V. Eh bien, si je fais U plus V, c'est la même chose que si je fais V plus U. Voilà, ça c'est mon point de départ pour la définition d'un espace vectoriel. C'est de savoir qu'avec la loi de l'addition sur cet ensemble de vecteurs, eh bien, j'ai un groupe commutatif. On a déjà une idée de ce qu'est la multiplication scalaire. Si je prends la notation qui est utilisée avec les coordonnées, eh bien, multiplier un scalaire par les coordonnées Vx, Vy, eh bien, il me suffit tout simplement de multiplier chacune des coordonnées. Propriété, si je veux multiplier par lambda, par un nombre, un vecteur, mais qui découle déjà d'une multiplication scalaire. Voilà. Eh bien, c'est la même chose, comme si j'avais d'abord multiplié les deux nombres avant de faire ma multiplication scalaire.
on peut rajouter à cela deux propriétés qui sont déjà bien connues, puisqu'il s'agit d'appliquer les distributivités. Si j'ai une somme de nombres lambda plus mu multiplié par un vecteur, eh bien, si je fais la distributivité, ça va me donner lambda v plus mu v. Ou encore, si je veux faire la multiplication scalaire sur la somme de deux vecteurs, je vais obtenir lambda u plus lambda v. Notion très importante concernant les vecteurs. Et cela va beaucoup nous servir pour la leçon prochaine. C'est ce qu'on appelle non plus la multiplication scalaire, mais le produit scalaire. Vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pourtant pas compliqué. Vous avez deux vecteurs, u et v. Vous voyez que u et v ont la même origine. Je vais faire ce qu'on appelle une projection orthogonale d'un vecteur sur l'autre. On peut très bien faire u sur v ou v sur u, ça n'a pas d'importance, on obtient en réalité le même résultat. Voilà le principe. J'ai mis l'origine, j'ai mis l'extrémité u et l'extrémité v. Je fais une projection orthogonale, c'est-à-dire que le point u qui se trouve ici, je le projette perpendiculairement à l'autre vecteur et je trouve à ce moment-là un autre point u', ce qui me permet de pouvoir créer un nouveau vecteur que je note u'. Eh bien, la définition du produit scalaire, ça va être faire le produit u fois v. Vous voyez que le fois, c'est un gros point, où je vais avoir comme résultat la longueur de u' multipliée par la longueur de v. Alors, il y a moyen de pouvoir faire la démonstration, nous ne le ferons pas, mais de pouvoir montrer que le calcul se fait de manière assez simple. Si je veux calculer u fois v, je vais prendre par défaut les notations de coordonnées. Donc, c'est prendre ux, uy, que je veux multiplier par vx, vy. Qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat? Je vais tout simplement faire le produit des abscisses, donc ux fois vx plus le produit des ordonnées uy fois vy. Voilà la règle finale que nous voulions obtenir pour cette leçon. À partir de cette règle, nous allons pouvoir définir ce qu'on appelle la norme d'un vecteur. En fait, nous avons plusieurs fois parlé de la longueur du vecteur, mais nous ne l'avions jamais calculée. En fait, c'est Pythagore qui nous donne la solution. Si je prends un vecteur v et que je fais un produit scalaire lui-même, qu'est-ce que je vais obtenir à ce moment-là? Je vais avoir vx
Vy multiplié par Vx, Vy, c'est-à-dire Vx fois Vx, Vx au carré, plus Vy au carré. Comme j'ai affaire à un triangle rectangle, où j'ai un côté qui vaut Vx et l'autre côté qui vaut Y, pour obtenir l'hypoténuse, eh bien, il me suffit de faire la racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais donc faire les racines carrées de tout ça. Voilà. Je veux dire que j'appelle ça la norme du vecteur. Et que le résultat va me donner un nombre que je vais noter par la même lettre que le vecteur, mais sans la flèche. Conséquence remarquable de tout ça. Si je veux faire le produit scalaire des deux vecteurs unitaires, je prends un x, je veux le multiplier par un y. Je sais que un x a comme coordonnée 1, 0 et un y, 0, 1. Voilà, ça va me donner 1 fois 0, donc 1 fois 0, plus 0 fois 1. 0 fois 1. Bon, ça va me donner 0 plus 0, ça me donne 0. En réalité, supposons que je veux faire le produit scalaire de deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Je reprends le même schéma que tout à l'heure, avec mes vecteurs U et V, et si je veux faire une projection orthogonale, je sais que si je fais la projection de U sur V, je vais obtenir le vecteur nul. Donc fatalement, je vais toujours avoir comme valeur 0 si je fais le produit de deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Je peux noter que, et c'est une règle importante, si je prends un vecteur U, un vecteur V, et qu'ils sont perpendiculaires, eh bien alors, dans tous les cas, je vais avoir que le produit scalaire sera nul. Je continue mon expérience avec les vecteurs unitaires. Si je fais le produit du vecteur unitaire 1x par lui-même. J'ai donc 1, 0 fois 1, 0. Ça me donne donc 1 fois 1, plus 0 fois 0. Ça me donne 1. Si je veux faire 1y fois y, eh bien, je vais obtenir la même chose. Au lieu d'avoir 1, 0, j'ai 0, 1, fois 0, 1, ce qui me donne 0 fois 0, plus 1 fois 1, ce qui me donne 1. Pour information, on résume souvent tout cela via ce qu'on appelle le symbole de Kronecker. C'est-à-dire que si je prends le vecteur 1, i, où vous avez i qui peut représenter x ou y, multiplié par 1j, même chose, j peut représenter x ou y. Le symbole de Kronecker, c'est delta ij. Que vaut delta ij?
Eh bien, il y a deux possibilités. Eh bien, il vaudra 1 à condition que I est égal à J. Ou bien il vaudra 0 si au contraire, je vois que I est différent de J. Fin de cette leçon.